Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque Jean Massé. Pierrick Bourgault est né à Mayenne en 1961 dans une famille d'artisans. De formation ingénieur en agriculture, il devient journaliste indépendant et réalise des reportages, notamment pour Amnesty International. En 2013, Pierrick Bourgault est lauréat du prestigieux prix de journalisme de l'AFJA pour la revue technique professionnelle Réussir, fruits et légumes. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, mêlant aussi bien la gastronomie, l'art de filmer ou de photographier, ou encore des nouvelles, il a une prédiction pour les carnets de voyage et les guides des bistrots du monde entier, autant d'occasions de rencontrer des personnalités attachantes. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre sujet qu'il vient nous entretenir. Fort de son expérience dans le domaine de la généalogie, Pierrick Bourgault va nous raconter son parcours pour partir à la recherche de nos ancêtres, témoins de la Première Guerre mondiale. Et ce parcours, comme vous allez pouvoir le constater, comporte une étape dans notre cité. Pour conclure, cette conférence sera suivie d'une dédicace de l'auteur à la librairie des Fables Grande Rue. Les droits de son ouvrage publié aux éditions Ouest France seront intégralement reversés à Handicap International. Cette conférence est enregistrée par l'Association des professeurs d'histoire géographie et vous pourrez retrouver l'intégralité de son contenu sur la chaîne YouTube à l'adresse APHG. Je donne la parole à Pierrick Bourgault. Merci. Bonjour, merci d'être venu. Et voilà, donc ça va vous amuser, mais je ne suis jamais venu à Château-Thierry et mon père non plus. Et pourtant cette ville est une ville mythique pour notre famille. Mon grand-père y a été hospitalisé et mon arrière-grand-père est venu le voir en 1917. Et il était soigné donc, dans des locaux que j'ai eu la chance de visiter tout à l'heure. Et donc apparemment bien soigné puisque je suis là pour en témoigner. Voilà, donc ce grand-père, en fait, c'était un monsieur qui était assez lourdement handicapé. Il avait un bras en moins et puis une jambe raccourcie de 9 cm. Donc c'était une silhouette. Il est décédé quand j'avais 6 ans. Donc je n'ai pas un souvenir. Il ne m'a jamais parlé de la guerre 14-18, mais j'en ai un souvenir très précis. Une sorte de silhouette assez maladroite, avec un crochet, donc c'est toujours un peu inquiétant, mais quelqu'un de très bienveillant et de très aimant. Enfin, c'est une image assez étrange, mais c'est celle-là que je garde de lui et j'ai voulu en savoir plus. Alors, comme le disait M. Bervas, je ne suis pas historien, je ne suis pas professeur d'histoire, je suis simplement curieux, ou journaliste, et mon métier de journaliste consiste à identifier des experts d'un sujet, à les interviewer, à les faire parler, et à retranscrire le mieux possible ce qu'ils ont dit. Vous voyez, alors pour 14-18, j'ai fait effectivement appel à différents experts, dont Jean-Pierre Vernet, qui a monté un musée tout près de chez vous, le musée de la Grande Guerre à Meaux. Et ça m'a permis de compléter et surtout d'approfondir des recherches que j'avais commencées de façon tout à fait intuitive et de façon tout à fait en amateur. Alors je suis toujours amateur d'histoire au sens où les amateurs sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Il se trouve qu'amateur d'art est assez valorisé, amateur de vin aussi. Quand on traite quelqu'un d'amateur en photographie ou en histoire, c'est souvent moins glorieux, mais bon, j'ai ce statut d'amateur et surtout de journaliste, donc, comme je vous le disais, qui essaie de trouver des experts. Donc j'en ai trouvé. Alors j'ai surtout trouvé aussi, et ça m'intéressait pendant de longues années, même si je n'ai pas forcément pris les bonnes méthodes au début, j'ai eu la chance d'avoir une boîte à chaussures, on pourrait appeler ça comme ça, dans ma famille, où étaient réunis certains documents de la guerre 14-18. Et puis d'autres qui étaient éparpillés, des cartes postales, comme certains d'entre vous peut-être. C'est assez rare, c'est une chance parce que, avec donc Jean-Pierre Vernet, il me disait qu'il y avait entre 5 et 15 millions de lettres échangées chaque jour entre les poilus et leur famille et l'arrière. Donc ça nous fait plusieurs milliards, on peut estimer à 8 milliards de lettres échangées durant cette guerre 14-18, entre 5 et 8, vous voyez, c'est assez difficile de connaître ce nombre. Ça voudrait dire que chaque personne dans notre planète pourrait avoir une photo de poilu ou une lettre de poilu. Bien sûr, il y a eu une destruction considérable de ces documents, que ce soit des lettres détruites quand les soldats étaient blessés ou tués au front, que ce soit des lettres reçues dans les familles qu'on a fini par oublier, par brûler
pour tenter de faire table rase du passé, qu'on a tout simplement perdu dans les héritages, dans les transmissions, quand on a une maison de famille à vider en un mois. Dans une semaine, bien effectivement, il y a les meubles, il y a ce qui va chez Emmaüs, et puis il y a ce qui va à la benne. Donc, et je vous encourage d'ailleurs, si vous avez ce genre de documents, à les confier aux archives départementales, qui font un très salutaire travail de collecte et de mise en sauvegarde et de mise en avant de ces documents. Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a gardé une certaine partie de ses lettres, mais comme je vous disais, relativement peu. Donc on pourrait appeler ça la boîte à chaussures. Vous voyez, on va voir un petit peu ce sur quoi je suis parti. Alors la photo de base, c'est peut-être celle-ci, à Château-Thierry. On n'a pas trop réussi à localiser dans quel endroit c'était, parce que les lambris ont été démontés. Donc vous avez à gauche, à droite de l'image, ce grand-père avec en train de fumer une cigarette. À l'arrière, il raconte que c'est le concierge qui l'a pris en photo, le concierge de l'hospice de Château-Thierry, vraisemblablement. Il écrit à sa sœur. Il a une jambe raccourcie de 9 cm, mais bon, le canon ayant explosé, il a détruit son bras. Il aurait pu être amputé, mais grâce aux techniques de soins qui en 1917 étaient déjà plus élaborées qu'en 1916 et 1915, sa jambe a pu être sauvée, quoique raccourcie. Donc vous avez des fils qui tirent des poids qui permettent l'extension de la jambe. Vous avez aussi des poches d'un liquide, a priori à base d'eau de javel. Certains spécialistes, surtout n'hésitez pas à intervenir pour peut-être m'en dire davantage, qui permettait à un liquide antiseptique, il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque, bien sûr, de couler sur les plaies. Vous avez les couvertures à rayures typiques des hôpitaux militaires. L'autre garçon qui regarde avec un sourire, il a aussi la jambe dans le plâtre avec un système d'extension afin qu'elle ne raccourcisse pas, des systèmes assez rudimentaires. Il a écrit à sa sœur en disant qu'il a écrit de sa main gauche, et en octobre il a été blessé en juillet. Donc en octobre il avait déjà réappris à écrire de la main gauche, et pas si mal que ça. Alors on voit pas très bien, donc c'est important j'avais retranscrit. Donc il disait que le concierge l'avait photographié, et bon, il parlait de choses anodines, de son bouc, de sa barbe qui avait poussé. Évidemment, on n'avait pas forcément le temps de les raser, et lui-même ne pouvait plus se raser. Donc parmi les autres documents de la boîte à chaussures, la famille en question. Le fameux Pierre, c'est lui, vous voyez, à l'âge de 7-8 ans. Et son père, et ce papa est venu à Château-Thierry, donc en train, il n'avait jamais été aussi loin. Alors, à titre d'amusement, est-ce que vous avez une idée du temps qu'il fallait pour aller de Mayenne, vous voyez à peu près où c'est Mayenne, c'est entre Laval, tout à fait, du temps qu'il fallait en locomotive à vapeur pour faire Mayenne-Château-Thierry en 1914. Est-ce que vous avez une idée? Une journée complète au moins. Une journée complète. Et actuellement, Mayenne, il n'y a plus de gare à Mayenne, c'est Laval-Château-Thierry, il faut 4h30, 5h quand on a le changement à Paris. Voilà. Alors, ce qui est très, très surprenant, est-ce qu'il y a d'autres estimations d'une journée complète? Est-ce qu'il y a une autre estimation de... On va dire 2 jours. Oui, voilà. C'est la surenchère. Oui, c'est l'idée que j'avais, c'est vraiment l'idée que j'avais. Alors, est-ce que vous savez qu'à la SNCF, donc dans mes recherches d'historien amateur, j'ai trouvé des choses assez amusantes. À la SNCF, vous avez un service historique au Mans qui a pour mission de vous donner les horaires de train qui n'existent plus. Ah oui. Par exemple, alors c'est payant, c'est 25 € plus les frais de consultation de dossier, plus tout ça. Donc j'ai juste demandé une estimation de la durée. Alors la réponse que j'ai eue, c'est l'estimation de la durée, c'est avec les horaires de 1914. Donc 1914, les trains roulaient assez vite. C'était 6h18, enfin 6h10. Vous voyez, c'est très court, vous voyez, avec des locomotives à vapeur qui fonctionnaient au charbon de Lorraine et qui étaient donc 6h10.
Et l'estimation en 1916, donc les transports étaient désorganisés par la guerre, c'était 8h20. Alors bon, c'est avec les convois de voyageurs qui n'étaient pas prioritaires, qui étaient bloqués. Pardon ? Oui, c'est étonnant, c'est étonnant. Donc en fait, si on part d'un service normal en juin 1914, donc 6h10, on n'est pas très loin des 5 heures qu'on a actuellement. Il y avait deux raisons à cela. La première, c'est que le maillage de train était beaucoup plus serré. On avait des petites gares partout. Et bon, effectivement, Laval ou Le Mans-Paris, c'était un peu plus long, mais ça roulait quand même. La grosse différence par rapport au train actuellement, c'était le tarif. À savoir que le tarif était d'environ 20 francs, le billet, alors que mon arrière-grand-père, le monsieur à la barbichette, là, qui est debout, mon arrière-grand-père facturait sa journée d'artisan 2 francs. Donc en fait, ça faisait 10 journées de facturation d'un artisan. Imaginez, vous faites travailler un plombier chez vous pendant 10 jours, vous voyez un peu le prix, 3-4 000 euros, enfin, ça dépend des marchandises, mais... Tandis qu'actuellement, là, le prix, si on s'y prend à l'avance, c'est quelques heures de travail au tarif de base. Vous voyez, donc en fait, ce qui a changé, c'est pas la durée de transport, mais c'est le prix du transport qui a vraiment, vraiment baissé. On trouve que le train est cher, mais autrefois, c'était vraiment le prix d'un voyage en jet privé. Hein. Pour le prix pour un Mayenne Château-Thierry, on peut faire en classe business un Paris-Sydney en Australie, si on veut. C'est la hiérarchie des choses. Voilà, donc ça c'est partie des documents que un petit peu j'aime bien de comparer des époques autant qu'il est possible de le faire, parce qu'on ne peut pas comparer non plus des choses qui ne le sont pas. Donc petite balade dans la boîte à chaussures. Alors quelques photos. Donc j'y tenais un bistrot et un atelier de menuiserie en Mayenne. L'atelier, donc ce fameux grand-père qui avait 20 ans à l'époque, avant de partir à la guerre. L'arrière-grand-père, quelqu'un dont on ignore le... Alors le photographe a bien travaillé, il a mis la personne enfoncée au milieu, il y a une sorte d'équilibre. C'est assez... Il travaillait dans un tout petit atelier de 20 mètres carrés, puisque, n'ayant pas de machine électrique, les varlopes, les scies, ça se tient très bien dans une petite pièce. Alors, je suis tombé sur un carnet qui m'a intrigué, qui est le carnet de ce qu'il a fait, donc un garçon de 20 ans qui avait son certificat d'études, et qui racontait très sommairement, comme un ouvrier raconte sa journée. J'ai tiré un certain nombre d'obus, on a fait tant de prisonniers, il fait froid, quelques détails, que j'ai commencé à retranscrire il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, avec beaucoup d'erreurs, parce que d'une part, les lieux cités par mon grand-père ont changé de nom, certains ont disparu. Vous savez que des lieux ont été détruits, des communes ont été détruites, ont été rasées. Donc, il ne savait pas forcément où il était. On pouvait estimer, mais un jour de marche, ça ne faisait pas forcément une très longue distance. Donc, j'ai commencé à le retranscrire, mais avec beaucoup d'erreurs. C'est là qu'un ami m'a parlé des journaux des marches et opérations, du régiment, de l'unité précise, qui permettent de comparer, quand on a vraiment, et ça c'est un document essentiel, qui est maintenant scanné et disponible sur le site Mémoire des Hommes, donc on peut vraiment comparer les documents avec le régiment, voir, là il était ici, parfois, alors dans les régiments d'infanterie, quand ils avaient 200 morts par jour, eh bien, ils n'y citaient pas chaque soldat nommément, mais quand ils avaient le temps, quand c'était relativement... quand c'était des pertes numériquement faibles, ils pouvaient en parler de façon dans le détail. Donc on a des confirmations intéressantes. Donc plus vous avez d'informations personnelles, mieux c'est. Mais si vous n'en avez pas, on peut trouver des informations très intéressantes aussi. Donc je poursuis. Alors ça, le code Morse, qui était très important, parce que... Oui, parce que pour les box, si vous voulez dire, je voyais des points... Oui. Alors le code Morse, voilà, qui fonctionnait soit avec l'électricité, soit sans fil, c'était une nouveauté, soit avec le codage. Ça se fait encore le code Morse optique avec une lampe. On peut tout simplement communiquer en secret, en silence, avec une simple lampe et un codage. Alors, on a eu la chance de garder son livret militaire, mais si on a juste la fiche individuelle, on a aussi des informations. Ça, c'est une carte qu'il avait écrite
après son amputation. Donc, alors cette photo est assez amusante parce que c'est la photo de ce grand-père avec un casque. Bon, il était artilleur, c'est pas du tout le casque qui correspond, mais et alors j'ai retrouvé exactement la même, enfin, sauf le soldat, exactement la même dans un livre sur 14-18. Il y en a eu beaucoup qui ont été publiés en 2014. Donc c'était un autre soldat, mais c'était un photomaton, c'était le photomaton de l'époque, où tous les soldats passaient, on leur disait, ben voilà, mets la main là sur le casque, voilà. La photo suivante, c'était... il y a exactement la même moquette, le même tapis usé, exactement le même casque, exactement le même tapis et le même fond qui évoque un petit peu, c'est des fonds photographiques dans un bouquin. Et le numéro, ça correspond à un nom, non? Alors, le numéro, 66. je pense que non, ça correspond à un numéro pour le photographe, je pense. Et tout en bas. Pour les classer, pour les retrouver après les noms. Non, c'est pour repérer la prise de vue. Et alors sinon, on a quelques photos avec des soldats, il n'est pas là-dessus. Il y a un soldat qui m'a beaucoup intrigué, on en reparlera plus tard. Là, une autre, parfois ils avaient le soin, en bons historiens qu'ils étaient sans savoir, d'indiquer la date, le régiment, et toujours ce soldat, ici, un petit peu curieux, le menton levé. On des photos de groupe qui se faisaient beaucoup, donc avec une tache d'encre pour montrer où est le fameux grand-père, qui est là, un petit peu en arrière, en train de fumer sa pipe. Il fumait du tabac aussi à l'hôpital. Ça faisait partie des calmants, des anxiolytiques, des choses qu'on donnait facilement aux malades, aux blessés. Donc des cartes postales de pacotille. Vous voyez un peu le décor, le 75 en carton-pâte, qu'on a retrouvé également dans les documents, on en trouve souvent. Une carte postale qui n'a rien à voir avec ma famille, mais c'est une demande en mariage. Je montrais bien. Nous aurions peut-être bien fait ménage ensemble. Enfin, c'est un soldat qui profitait du courrier à une fiancée. Je ne connais pas la réponse, je ne sais pas. 22 octobre 1914, a-t-il survécu? Les cartes postales que l'on trouve peuvent donner l'occasion de recherche, faire des recherches sur sa famille, mais aussi sur les soldats du monument aux morts de sa commune, ou des cartes postales qu'on trouve par hasard. On tombe sur un fil, et puis le fil nous amène vers d'autres fils. Là, c'est une carte postale qui a été transformée en tableau, une photo donc, de ce grand-père. Alors, ce grand-père, il faut savoir qu'il avait 20 ans. Et quand vous voyez son visage, là, il avait quand même un visage... Si on vous demandait quel âge ils ont, ces gars-là, celui-ci, je ne sais pas. Mais là, bon, c'est pas un gars de 20 ans, hein. Il avait 20 ans. Et celui-ci, alors c'est peut-être le fameux Lallier qui a été tué en même temps par l'explosion du canon. Donc voilà, ça donnait ça, par un peintre local. Donc l'une des premières lettres écrites après l'amputation, une semaine après l'amputation de la main. Donc bon, on a réussi à la décrypter, c'est pas très simple, mais voilà. Il s'est marié, évidemment, en cachant son handicap. La chaussure, on la voit un peu. Voilà, bon, différentes... Alors je l'ai connu comme ça, quoi, avec un brave monsieur, mais un peu capitaine Crochet. Voilà, alors, bon, pour la petite histoire, je suis au milieu. Et voilà, maman, toujours ce brave grand-père, menaçant, avec la pique toujours, au bout du bras, mais bon et généreux, malgré ce côté piquant qui pouvait surprendre. Voilà, donc ça c'est la boîte à chaussures, et je me suis dit, je vais poursuivre cette recherche, et j'ai poursuivi un petit peu plus loin. Voilà, à partir de la boîte à chaussures, on peut trouver des infos assez facilement. Bon, archives départementales, on trouve le document que, à l'âge de 20 ans, tous les soldats se faisaient recenser au chef-lieu, la préfecture de leur domicile. Donc on a une description très intéressante, la taille, les aptitudes. Parfois c'est numérisé, parfois ça ne l'est pas encore. Donc si c'est numérisé, vous pouvez directement le consulter sur les archives départementales, cg02.fr ou cg de là où vous êtes.
Donc, ça c'est le document de base. Ce sont des fiches de ce type. Alors, ces fiches, la fiche matricule, donc c'est le conseil de révision qui donne des informations intéressantes. Alors, si vous avez les parents, la taille, certaines aptitudes, donc l'incorporation entre septembre 1914, alors j'essaie de le réduire un petit peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. Donc, si vous avez le livret militaire, c'est mieux, mais si vous ne l'avez pas, vous avez beaucoup d'informations qui sont sur cette fiche. Si vous n'avez aucune information sur votre ancêtre, vous pouvez, avec une généalogie de base, essayer de retrouver les dates de naissance des hommes de votre famille qui sont nés avant 1860, après 1868, et en allant aux archives départementales, vous allez retrouver facilement ces fiches, soit sur Internet, soit en allant directement sur place. Donc à partir de ça, on a des informations sur leur bataille, aussi bien les faits d'armes que des faits qui leur ont été reprochés, qui sont écrits à l'encre rouge. Parfois, quand on feuillette ces gros cahiers, on a même des endroits qui sont cachés, masqués par du papier. Donc il y a des faits d'armes qui ont été cachés, et j'ai trouvé, c'était pour une contravention, c'était très, très étrange que des 4 ans de guerre puissent être oblitérés, puissent être annulés par une histoire de signalisation, de feu sur une carriole qui était absent d'une carriole. Peut-être avait-il été injurieux vis-à-vis de la force publique, mais ça a été carrément gommé, quoi. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous avez les faits d'armes qui sont notés. Là, il y a marqué non récupérable, parce que la blessure était trop grave, et les médailles, et voilà. Donc là, c'est non récupérable, ça c'est les choses importantes qui sont marquées à l'encre rouge. Et ça, vous avez des informations sur en 39, c'était mis en 39, mais vous avez des informations sur le régiment, sur le détail. Alors après, la seconde étape, c'est d'aller voir ce qu'on appelle le JMO, Journal des marches et opérations, disponible, il y a 1 500 000 pages numérisées sur le site Mémoire des hommes. Alors il faut, vous l'avez eu déjà sur la fiche matricule, avoir le bon régiment, et puis si vous avez des informations du style les batailles, les blessures, ça vous confortera. Donc là, dans le JMO de ce régiment, vous avez la narration, ça commence à devenir assez étonnant, la narration de l'explosion du canon. Mardi 27 juin, à 1h, pendant un tir de nuit, un éclatement se produit dans l'âme d'une pièce de la 24e pièce. 2 hommes sont grièvement blessés, l'allié meurt des suites de la contusion, fracture des côtes, plaie au crâne, et Bourgault est amputé du bras droit, avec plaie à la cuisse. Tir de harcèlement, 500 coups par batterie, ou par pièce. Donc on a l'explication assez succincte, c'est un peu comme un rapport d'autopsie, c'est un rapport assez sec, mais factuel. Donc on a le détail. Alors, l'allié, c'est peut-être le monsieur qui est photographié à côté de lui et qui a été peint. Je n'ai pas fait de recherche sur ce, mais on peut aller très loin dans les recherches, on peut essayer de retrouver beaucoup de choses. Donc à partir de cela, il a été hospitalisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir les lettres. Donc là, c'est l'explication. Ce qui est intéressant, c'est de voir les lettres que j'ai retrouvées dans l'album de famille, dans un renflement de la lettre que je vous ai montrée, qui raconte l'accident. C'était une surépaisseur, et c'était derrière, entre 2 photos. Et donc ces lettres racontent d'abord, à la famille Bourgault, votre fils a été témoin d'un accident. Il est blessé, mais il va bien. Et puis bon, petit à petit, il raconte, il a été amputé, mais l'amputation s'est très bien déroulée. Alors, dans ces lettres, il faut vous dire aussi que les carnets étaient interdits, théoriquement, parce que en cas de capture par l'ennemi, les Allemands pouvaient savoir exactement où ce qu'avait fait le soldat. Les photos étaient interdites aussi, parce que c'était un témoignage. Bon, il y avait quand même des gens qui faisaient des photos. Les lettres, fallait être
très positif et ne pas décrire l'élu. Il y avait des contraintes qui étaient importantes, il y avait la censure. En même temps, les soldats se censuraient eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient rarement parler des souffrances qu'ils enduraient. Un petit peu comme un grand malade qui va dire non, ça va bien finalement, ne t'inquiète pas, c'est juste une petite opération. Et ils voulaient surtout rassurer leurs proches, et c'est le cas. Et alors, avec le JMO, on a la narration de la bataille, et puis les lettres que les camarades qui étaient sur le front envoyaient à la famille, des lettres qui sont écrites d'une façon extrêmement calme, paisible, qui racontent que tout va bien, alors qu'ils étaient dans une bataille féroce. C'était sur le chemin des dames. Après, c'était au mois de juillet. Après la grande bataille. Mais il y avait quand même des actions qui étaient très, très, très intenses. Donc, il y a une différence énorme et on se demande si c'est une façon de masquer la réalité ou de ne pas vouloir faire de la peine aux gens à qui on écrit, ou alors si c'est qu'ils le pensaient réellement en disant tu vois, tu es amputé d'un bras, mais au moins tu t'en vas. Alors, ce que mon père disait aussi, c'est que mon grand-père avait été blessé, mais il voulait continuer à aller former les petits jeunes parce qu'il avait la compétence qu'en tant que menuisier, il savait prendre des mesures, il savait régler un canon de 75, ce qui était important. Donc il n'avait pas envie de partir, d'être réformé, mais bon là il l'a été puisque la blessure était très grave. La position des artilleurs, plusieurs personnes me parlaient de leur famille qui était dans l'artillerie, elle était assez particulière. Les artilleurs étaient à la fois un peu préservés et assez menacés. Un peu préservés parce qu'ils étaient en seconde ligne. Ils n'étaient pas directement au front, mais le plus proche possible du front pour optimiser la longueur de tir. Le canon 75 pouvait tirer entre 5 et 8 km, et moins loin que certaines pièces d'artillerie allemandes, donc on les poussait au maximum, le plus loin possible, le plus près possible du front. Donc ils étaient quand même assez menacés. Les soldats, les voyant derrière eux, disaient vous êtes planqués, vous êtes près des villages, vous n'êtes pas directement sur le front. En même temps, les batteries étaient localisées par des avions. Ce que cherchait l'artillerie ennemie, c'était évidemment à neutraliser la batterie. Donc ils étaient quand même la cible. Un autre grief que faisaient les soldats de l'infanterie, c'est que quand une attaque était... les tranchées se touchaient parfois. Donc bombarder la tranchée ennemie, c'était risquer de bombarder la tranchée de son propre camp. Et puis, il fallait, quand la troupe devait charger, quand la troupe devait investir les tranchées ennemies, il fallait que le tir s'éloigne. Voilà, pour continuer à bombarder, mais plus loin. Or, la communication n'était pas toujours effective. La communication par des fils télégraphiques, par il y a eu différentes méthodes. Donc, il est arrivé que des obus de 75 français tuent des soldats français. Ça, c'est arrivé. Et les statistiques donnent quand même un taux de mortalité des artilleurs 2 fois inférieur à l'infanterie. Donc, mais c'est ce qui fait que parfois on les considérait comme des planqués, mais bien que leur... Alors, ils étaient menacés par les tirs ennemis, mais aussi par les explosions de canons. Parce qu'à force de tirer, les canons explosaient. C'est ce qui est arrivé à mon grand-père. Alors, vous savez qu'il y a un service, on parlait des archives de la SNCF qui vous donnent les horaires de train qui n'existent plus. Vous savez qu'il y a des archives médicales à Limoges, et ayant un début de dossier médical, par exemple avec le journal des marches et opérations, on sait qu'il était... les lettres envoyées, c'était il y avait le numéro d'ambulance. À partir de ce numéro d'ambulance, vous pouvez écrire aux archives militaires à Limoges, qui vous enverront le dossier médical de votre aïeul. Alors ça prend cette forme, un dossier médical, vous voyez, c'est ce genre de document où on a une fiche, on a la description de la blessure, blessure au coude, voilà, la date de l'explosion de la pièce sur le chemin des dames. Alors par exemple, dans le carnet de mon grand-père, il ne parle jamais du chemin des dames, ni de Verdun, pourtant il y était. Apparemment, il ne devait pas en parler comme ça, entre eux. Donc voilà, vient de l'ambulance 170. Voilà, donc c'est codé, mais ils savent très bien attribuer un lieu au code. Donc on a, puis après il est parti à Château-Thierry.
à Château-Thierry, les archives ont été bombardées et détruites lors de la deuxième attaque en 1918. Donc on n'a pas pu retrouver la suite du dossier médical. On n'a que cette partie-là. Alors, ce qui lui est, la photo qu'on a vue tout à l'heure, c'est le Larousse médical 1917. Donc c'est vraisemblablement la description de l'installation qu'on connaît bien maintenant, une extension de la jambe pour que l'os, qui était renforcé avec une platine en bronze, pour que l'os ne soit pas trop raccourci. Et voilà, c'était les soins qui lui furent prodigués, avec quelques opérations. Voilà. Alors, ce qui est assez troublant et assez amusant, c'est que ces carnets de guerre que j'ai retranscrits, ces lettres, je les ai mis sur Internet, sur un site qui s'appelle le Ch'timiste, qui est un site très rudimentaire, mais extrêmement riche en carnets, en photos. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations. La présentation est rudimentaire, mais l'affichage est très rapide. C'est ça la grande qualité de ce site. C'est un site, c'est une mine de données, comme un site privé, fait par un amateur passionné. Et une fois que ce carnet, avec les noms que vous avez retranscrits, parce que si vous scannez des images d'un carnet relativement peu lisible et que vous les mettez sur Internet, bon, peu de gens iront décrypter les noms. Mais si vous les retranscrivez, si vous les vérifiez, par exemple l'Allier, on sait que voilà comment ça s'écrit, c'est écrit le jour même par des officiers qu'ils connaissaient. Donc si vous avez cette transcription complète, eh bien, vous pouvez avoir la chance qu'un descendant vous contacte en disant « Eh bien, moi, je suis le petit-fils de l'Allier, j'ai son carnet, il parle de votre grand-père, et d'ailleurs, il a telle ou telle information. » Donc, j'ai été contacté 3 fois par des descendants d'officiers, de soldats, qui ont d'autres informations, qui racontent la même scène, avec les mêmes mots. Je pense à par exemple une journée de bataille qu'ils avaient appelée la journée terrible, que mon grand-père avait appelée la journée terrible, et sur un carnet qu'on a retrouvé dans le sud de la France, mais qu'on a mis sur Internet. Et c'est là l'extrême nouveauté d'Internet, c'est qu'on peut partager des documents qui sont dispersés, qui sont pas des documents de musée, qui sont dispersés dans des endroits complètement lointains, mais qui ont été numérisés, et il peut se faire des liens. Et donc vous avez la seconde partie de l'histoire, votre histoire familiale vue par quelqu'un d'autre. Un exemple qu'on m'a raconté, c'est l'un des grands-pères qui avait disparu en septembre 1914, sans qu'on sache rien de son parcours. Et un siècle plus tard, un carnet apparaît, numérisé et surtout écrit, dactylographié par un petit-fils, et qui raconte la mort dans des conditions très précises, avec une date très précise, d'un soldat. Et donc, un siècle plus tard, la famille a pu savoir comment était décédé le soldat dont on ignorait tout depuis un siècle, grâce au carnet du brancardier. Et ce genre d'événements arrive souvent. Et vous pouvez comparer aussi avec la littérature, avec différentes sources. Donc c'est ça un petit peu le nouveau phénomène. Alors ça c'est un mail que j'ai reçu. Donc, alors, la méthodologie, en fait, elle est assez simple. La méthodologie, ça consiste, si vous avez un ancêtre qui est décédé, alors, c'est d'abord retrouver votre généalogie, ça c'est assez, quand on va pas très loin, c'est assez facile à faire, avec les livrets de famille, vous allez dans les mairies, vous avez la date de naissance des parents, etc. On remonte assez facilement au 19e siècle. Et vous allez aux archives départementales, vous consultez le site et vous avez les registres matricules de tous les soldats, de tous les frères, même ceux qui sont sans descendance et qui ont participé au conflit. Et à partir de ça, alors ceux qui sont décédés, là il y a un site qui s'appelle Sur mémoire des hommes, les morts pour la France. Alors, tous n'y sont pas, je crois qu'il y a 1 300 000 fiches, mais tous n'y sont pas parce qu'il y a des disparus, des purs disparus, qui ont été volatilisés, des morts qui n'ont pas été comptabilisés parce qu'il y en avait trop en même temps, notamment lors de la partie sur la bataille de France. Il y avait jusqu'à 20 000 morts par jour en septembre, octobre 1914, donc c'était... puis il reculait, donc il n'avait pas forcément le temps de rapatrier les corps. Donc sur cette base de données, vous avez des fiches. Alors vous pouvez
chercher à partir des noms, à partir des prénoms. Si vous savez le régiment, c'est mieux. La date de naissance, on finit par retrouver des informations. Alors il y a toujours des fiches qui manquent, des informations qui sont incomplètes, des hypothèses. Et puis on arrive à trouver, on peut faire appel au forum, on a des experts qui vont non pas chercher pour vous, mais trouver des informations très précises. Et vous avez une petite fiche, comme ça, qui vous raconte... Bon, parfois c'est faux, parfois il y a des informations qui sont fausses aussi, donc il faut tuer l'ennemi, donc on a des détails, parfois sommaires, donc après allons dans le journal Les Marches et Opérations pour retrouver davantage de détails. Alors l'historique régimentaire, c'est intéressant de consulter, mais c'est plutôt une narration un peu épique des faits d'armes, de ce qui s'est passé, donc on a moins de détails, mais c'est important aussi, on n'a pas des détails sur les personnes. Ne montez qu'à moi. Donc, alors, le site du Chimiste, ça ressemble à ça. C'est quelque chose d'extrêmement rudimentaire, mais avec des carnets, avec des photos, avec des classés par régiment. Vous pouvez retrouver des photos de cet ancêtre si vous en avez déjà un visage. Vous pouvez le retrouver. Donc les journaux des engagés. Alors après, il y a des choses des recherches connexes. Je ne sais pas si vous connaissez le site Delcamp, D-E-L-C-A-M-P-E, un site belge de cartes postales. C'est le plus grand vendeur de cartes postales au monde. Et par exemple, si vous tapez Château-Thierry, vous aurez la chapelle de Château-Thierry à l'époque, des grandes époques de la carte postale, c'est fin 19e, début 20e, et puis elle a vraiment été très utilisée durant la guerre de 14-18. Elles sont restées, les cartes postales, souvent parce que c'était un objet de collection, un objet de valeur. Donc contrairement aux lettres, on ne les a pas détruites. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de documents venant des hommes qui envoyaient des cartes postales du front que des femmes. Puisque beaucoup de lettres des femmes ont disparu. Beaucoup plus que celles des hommes encore. Vous pouvez par exemple voir quel était le type de locomotive qui transportait les soldats. Vous voyez, c'est avec ce genre de locomotive qu'on était presque aussi performant qu'avec nos TGV électriques nucléaires. Alors, vous avez aussi des photos de manœuvres. Donc on a commencé avec des chevaux. Dans les unités d'artillerie, il y avait autant de chevaux que d'hommes pour traîner les caissons, pour traîner l'équipage des canons, pour faire des manœuvres. Mais vous imaginez bien qu'une mitrailleuse dans un coin avait vite raison à la fois des charges de cavalerie. Il y a eu quelques charges de cavalerie héroïques en 1914, mais ils ont vite compris que ce n'était pas la solution. Parmi les documents annexes, on n'imagine pas ça, le Tour de France par 2 enfants, voilà, d'Augustine Fouillet. Et donc, les énergies. Alors, quelles sont les énergies ? Eh bien, il y a la vapeur, donc le charbon, l'énergie éolienne, l'énergie des animaux, et puis l'énergie de l'eau. Voilà. À l'époque, le pétrole, ça servait dans les lampes. Et puis l'électricité, c'était pour faire des expériences rigolotes, un petit peu s'éclairer aussi. Ça commençait en ville, mais c'était vraiment pas quelque chose de tout à fait commun. Et durant ces 4 ans de guerre 14-18, il y a eu une mutation dans le choix des énergies, des moteurs à explosion qui étaient plus puissants, plus faciles à nourrir que les chevaux, qui n'avaient pas peur, qui n'avaient pas besoin de masque à gaz sur les moteurs. Ils fonctionnaient même dans des conditions difficiles. Vous voyez, donc c'est assez amusant de voir la vision du monde aussi à l'époque. Vous voyez, par exemple, quelques mois après on est dans l'univers du cheval, et là on est dans l'univers du téléphone et de la lutte contre les avions, d'une voiture, un canon de 75 apparemment monté sur une voiture avec de la téléphonie. Vous voyez, c'est une juxtaposition d'innovation technologique. Alors, les artilleurs avaient besoin effectivement d'envoyer des informations, d'en recevoir. L'information, c'était le nerf de la guerre, ça l'est toujours. Et pour diriger leur tir, donc vous avez un poste de transmission pour avoir très rapidement... Alors en même temps, il y avait des chevaux. Il y avait toujours En 1940, l'armée française avait encore des chevaux pour tirer les canons, pour différentes choses. La gare Montparnasse, c'est amusant de retrouver un petit peu... Si on cherche l'itinéraire du soldat, il arrivait là, à la gare Montparnasse, et puis après, il prenait à pied ou le tram. Là, on avait toujours... Alors ça, c'est la source chimiste. On parle du 31e régiment d'artillerie de campagne, et vous avez les maréchaux ferrants, parce qu'il fallait effectivement ferrer. Donc vous avez tous ces gars-là
qu'on peut éventuellement reconnaître si vous êtes de la famille. Et c'est une chose. Alors, des plans extrêmement détaillés, destinés à des calculs très précis d'artillerie. Beaucoup de polytechniciens furent artilleurs, parce que c'était quelque chose. Alors, l'aristocratie, là, c'est le capitaine de Masneau, qui a fait un journal de guerre, un petit peu comme certains pourraient faire des journaux de vacances, vous savez, il a fait ça avec son épouse, et il marquait, il faisait des photos avec son petit West Pocket. Et pourquoi j'ai mis ces photos-là? Parce que c'est exactement dans les endroits, ces photos existent, il faut les trouver. Lui, j'ai rencontré sur Facebook. Enfin, je savais que Masneau faisait partie de l'encadrement des officiers. Bon, je cherchais un peu par hasard sur Facebook et il montre donc le grand-père avait fait un carnet très, très détaillé. Donc là, on a, par exemple, toujours pour un soldat, quand on fait une recherche sur Internet, on trouve des choses un petit peu périphériques, et sur papier, on trouve encore des choses. Quand on a le gros cahier des registres matricules, on trouve par exemple celui-ci. C'est un garçon, et tout a été rayé, c'est fait d'armes, même des choses qui ont été recouvertes. Alors on peut regarder par transparence. En fait, apparemment, c'est un conflit dans la circulation, ce que je vous disais tout à l'heure, un problème de feu sur une voiture qui avait mal tourné, qui a fait que tout son passé militaire, ses faits d'armes militaires ont été carrément gommés. Vous voyez, c'est un hôpital, c'est peut-être un château Thierry, c'est parmi les collections d'amateurs. Un canon qui explose, ça arrivait très fréquemment, parce que les canons étaient surchauffés, parce que les obus qui étaient pas forcément, enfin il fallait en envoyer beaucoup, n'étaient pas forcément très, très solides, très fiables, il y avait des défauts de fabrication, effectivement. Quand ça explosait, c'était les artilleurs qui périssaient aussi, pour la plupart, parce que l'artilleur ne restait pas indemne. Alors là, dans les cartes postales qu'on trouve, donc, je reprends la fiche d'hospitalisation. Là, vous avez au Mont Notre-Dame, qui est pas très loin d'ici, je crois, le Mont Notre-Dame. Le Mont Notre-Dame, C'est bon, Notre-Dame. sur Soissy, hein. Voilà, je ne sais pas combien de kilomètres. Voilà, bref. C'est le domaine des Poniatowski. Entre 30 et 40 km. D'accord. Donc en allant vers le chemin des Dames. Voilà, c'est ça. Donc, alors, vous voyez un petit peu, ça c'est une carte postale que j'ai achetée sur Delcamp, j'ai dû l'acheter à 1,50 €. Vous pouvez, pour ces sommes absolument ridicules, écrire des correspondances de poilus, essayer de les retrouver, voir, enfin, c'est assez incroyable de voir. Il existe encore des sources comme ça qui sont. Alors, vous voyez, les baraquements, c'est un hôpital militaire, les baraquements de blessés. Vous imaginez? Avec visiblement des trains pour approvisionner tous ces baraquements. C'est absolument monstrueux, quoi. C'est une usine qui soignait les blessés. C'était extrêmement nombreux. Alors, le Mont Notre-Dame, autre vue de l'hôpital. D'une partie de l'hôpital, apparemment. Et tout ça, enfin, vous pouvez reconstituer l'itinéraire de votre ancêtre blessé. Même si vous... Alors, on a parlé des hommes, il faut aussi parler des femmes. Dans le Larousse médicale 1917, il y avait des pathologies féminines. Vous avez une très jeune femme, 2 très jeunes femmes, et ce qu'elles ont, c'est une maladie de peau qui est due à la poudre de canon. Voilà. Eczématite et conjonctivite, eczématisation aiguë. Parce que le travail, voilà, d'hermite des ouvriers de fulminaterie, de fabrication de fulminate. Donc on a aussi des gueules cassées chez les femmes. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à Saint-Quentin, je crois, en février 1917. On est passé très rapidement, il y a eu un appel d'offres énorme à l'industrie. Et vous avez carrément... C'est un parking de supermarché, vous voyez, voilà. On est passé d'un univers avec des chevaux, très rapidement, à un univers mécanisé, avec des camions, avec la voie sacrée, vous la connaissez, avec des camions, avec des trains, mais surtout des camions, parce qu'il y avait une souplesse.
Mais c'est extraordinaire de voir à quel point le changement peut être rapide. Ça, c'est une lettre d'un inconnu qu'on pourrait peut-être trouver. Alors, c'est d'un papa, des lettres assez émouvantes des papas à leurs enfants. On n'en sait pas plus, hein, des lilas. Bon, Monsieur Noyer-Henri, 14. Mon petit Roger, je suis près de toi, mais je repars de suite, sans doute pour la grande bataille. Sois bien sage et embrasse bien ta mère, que tu n'aimeras jamais assez fort. Ou, je ne sais pas si c'est la signature ou c'est la signature plutôt. Tu n'aimeras jamais assez. Alors, un secours très précieux parmi tous les documents que vous pouvez trouver, ce sont des forums. Par exemple, page 14-18, le forum, dans mes discussions, vous avez des spécialistes extraordinaires qui, à partir d'un bout de carte postale, vont vous dire, ben voilà, c'est tel col, donc tel régiment, mais avec la casquette qui n'a eu le cours qu'entre janvier et mars 1916, donc c'était à cette période, et c'est dans tel endroit, parce qu'a priori c'est le type de paysage, et qui avec Google Maps, avec d'autres sources d'informations, vous vous retrouvez, et puis ils vont vous dire, cherchez dans tel... ils vont vous envoyer des liens avec des photos, la suite du paysage. Ou alors tel clocher, en fait, en mars 1917, il n'était pas encore démoli, mais en avril, il l'était. Donc la photo se situe entre mars et avril, puisqu'il est démoli à moitié. Vous voyez, vous avez des spécialistes extraordinaires sur ce... Et alors, une chose assez amusante, c'est que, voilà, je vous parlais tout à l'heure de cette photo, avec ce type au visage levé, qui m'intriguait. Et lui c'est un cousin de mon grand-père. Et lui, toujours, alors, une de ces personnes sur le forum m'a dit, mais voyons, c'est Guillaume Apollinaire. Voilà. Alors, ce qui fait que il est en couverture de mon bouquin. Et donc, c'est Guillaume Apollinaire. Et si on reprend ça, oui, c'est intéressant ça. Aurais-je mis Guillaume Apollinaire en couverture de mon bouquin sans le savoir? Donc, alors effectivement, j'ai trouvé des photos qui m'ont la tête levée comme ça. Effectivement, il s'est fait soigner à Château-Thierry. Il s'est fait soigner Voilà. à Château-Thierry. Et peut-être en même temps que votre Il était artilleur, il était... voilà. Et alors donc, effectivement, comme je vous disais, un journaliste cherche des personnes compétentes, et je me suis adressé à la spécialiste universitaire de Guillaume Apollinaire, qui m'a attesté que c'était pas lui. Donc, la piste, j'aurais bien aimé, ça aurait été une découverte de photos ignorées de Guillaume Apollinaire, mais bon. Il est blessé un peu plus tard que votre grand-père. Oui, novembre 1918. Voilà. Oui, tout à fait. Et lors de son décès, lors de son enterrement, les gens criaient « À mort Guillaume », mais c'était Guillaume l'empereur, et non pas Guillaume Apollinaire. Et alors, je ne sais pas si Internet est disponible sur cette... Donc on va... Alors, bon, il y a beaucoup de sites que j'ai mis dans ce bouquin. Les sites, donc generanet.info. Et donc vous avez un grand nombre de sites de généalogie. Vous avez des sites qui répertorient les monuments aux morts. C'est pas la peine d'aller dans tel village, où vous aurez peut-être des informations complémentaires, mais il y a déjà plus de 50 000 monuments aux morts répertoriés. Certains certaines ont des initiatives personnelles, régionales, locales, pierre de mémoire. Bon, Mémoire des hommes, il y a la liste des sépultures aussi. cgxx.fr, c'est le conseil général où vous trouverez. Alors, Volksbund, il y a des sépultures, mais les Allemands ont quand même beaucoup moins développé cette recherche. Léonore, c'est pour tous les soldats qui ont eu la Légion d'honneur, donc c'est un dossier de moralité, des témoignages de la gendarmerie, enfin, c'est très intéressant. Si votre ancêtre a eu la Légion d'honneur, vous aurez un gros dossier sur sa moralité. Il y a des sites associatifs très très intéressants sur, un peu à la manière du ch'timiste, des associations, des bibliothèques, centenaire.org effectivement, des dossiers du CNDP, Delcamp avec plein de photos, des sites anglo-saxons. Je pourrais vous envoyer, pour ceux qui le décident, ceux qui le désirent, ces fiches.
cette fiche au musée de la Grande Guerre. Alors, vous pouvez retrouver des sites personnels sur des photographies d'époque, sur des prisonniers, des sites qui n'ont pas forcément été mis à jour, mais bon, c'est pas très grave. Des forums aussi, qui sont des forums extrêmement intéressants. Donc voilà. On peut faire des recherches personnelles sur sa famille propre ou sur un soldat dont l'histoire vous émeut. Une carte postale qu'on trouve, par exemple, c'est passionnant d'essayer de retrouver ce que le soldat a survécu, qu'est-ce qu'il a... vous me parliez d'ailleurs de ce genre de choses aussi, de recherche à partir d'objets, de documents. Voilà. Est-ce que vous avez envie de parler de... Pour en être arrivé au point de recherche, par rapport à tout ce que tout ce que vous avez réussi, vous avez commencé, ça vous a pris combien d'années? Beaucoup d'années à tourner en rond, à ne pas vraiment chercher, et alors à ne pas vraiment trouver, à chercher. C'est en comparant avec les sources officielles, Journal des marches et opérations, et aussi avec des spécialistes comme les gens des forums, parce que il y a vraiment d'excellents spécialistes qui peuvent me guider. Alors après, le livre, il a une histoire assez particulière. L'histoire m'a semblé intéressante. Je me suis dit, je vais aller voir... j'ai fait d'autres livres sur d'autres domaines, je vais aller voir un éditeur. Et j'ai écrit des lettres à quelques éditeurs, notamment à Fabrice d'Almeida, que vous connaissez peut-être, vous avez vu des émissions, qui m'a accordé un rendez-vous. Je me suis dit, bon, c'est bon, je crois qu'il est chez Fayard, Fabrice d'Almeida. Voilà, c'est... Quand un éditeur vous donne un rendez-vous, c'est un bon présage. Puis il me dit, Fabrice d'Almeida, mais c'est une histoire familiale très intéressante, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que l'histoire de Madame, par exemple, qui est tout à fait intéressante, ou l'histoire des ancêtres de Monsieur ou de vous. Qu'est-ce que cette histoire a de plus? Est-ce que c'est le genre d'histoire dont on se dit « Ah oui, ça explique telle évolution de la guerre ». C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu telle orientation, ça a changé, c'était ton grand-père était l'amant du général machin, et ça explique telle ou telle chose. Il a des informations confidentielles que personne n'a jamais eues depuis un siècle. Et ça, il faut se lever de bonne heure pour en trouver, parce qu'il y a eu une telle quantité de publications, d'écritures. Et puis, qu'est-ce que j'ai de légitime, moi qui n'ai pas connu la guerre de 14-18, à écrire, alors que ceux qui l'ont connu ont déjà fait un bon nombre de bouquins, de témoignages. Donc, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Et alors, je lui ai dit, voilà, c'est l'histoire d'un... Au début, je voulais appeler ça « J'ai 20 ans et je pars à la guerre ». C'était, il se trouve qu'il avait 20 ans, donc c'était un titre... Et puis Stéphane Hessel est né en 1917, donc il a fait la préface et la conclusion de ce livre. Et donc c'est en 1917 que mon grand-père a été blessé. Bon. Mais c'est sympathique, c'est une histoire familiale très émouvante, mais... Quel est l'intérêt pour les lecteurs? C'est toujours la question que se pose un éditeur. Pourquoi pas faire un bouquin sur l'histoire de Madame ou l'histoire de Monsieur? Donc il m'a dit, voilà, donc je suis désolé, mais c'est une histoire très émouvante, c'est une histoire ordinaire, mais exemplaire parce qu'ordinaire, mais ça ne fait pas un bouquin. On ne va pas faire un bouquin à chaque monographie de village ne mérite pas un livre. Et je me suis dit, bon, il a raison, c'est vraiment... il a raison. Alors, ce que j'ai fait, j'ai proposé aux éditions Ouest France un livre qui est une méthodologie pour retrouver ses ancêtres. Pour retrouver, à partir de documents consistants, comme ce que vous avez, Madame, ou de rien du tout, comme ce qu'on peut avoir, parce que parfois tout a disparu. Et puis les plus jeunes générations n'ont pas connu, ni de loin ni de près, ses ancêtres. Et même à l'époque, on les voyait comme des personnes âgées, mutilées, habillées en noir. On n'avait pas forcément beaucoup d'attention à leur consacrer. Coluche a beaucoup ironisé sur les anciens combattants. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont ironisé. C'est dommage. Donc maintenant, on s'aperçoit que ce sont des jeunes gens de 20 ans. Parce que quand on fait des films, on recrute dans les classes de première, de terminale. Et c'est plutôt le même rapport. C'est pas le vieux monsieur avec sa canne qui semblait radoter un peu. Ce sont des gens qui sont
voilà, on est plus sensible à ça parce que on les voit plus comme on les voyait autrefois. Donc finalement, j'ai fait ce bouquin qui est une méthodologie pour retrouver ce que vos ancêtres ont vécu, pour resituer avec la plupart des méthodes qui sont les archives personnelles, familiales, aller voir vos cousins, voir ce qu'ils ont gardé, les archives sur Internet, Mémoire des hommes, les archives départementales, les archives qu'on ne trouve que sur place, et puis toutes les archives connexes qu'on trouve sur Internet, dans les forums, les cartes postales de Delcamp pour resituer l'univers. Là, tout à l'heure, ce qui m'a ému dans la visite de l'Hôtel-Dieu, c'est qu'il y avait des photos de religieuses, de médecins, et ce sont eux qui ont soigné mon grand-père. Voilà. Ça, c'est incontestable, l'équipe médicale de l'époque. Donc il n'y avait pas le lieu, enfin, je pensais retrouver des bouts de lambris, donc c'est absolument plus ça, mais le regard des gens qui l'ont vu était là. C'est peut-être un registre des noms Qui a été détruit, semble-t-il, lors de la deuxième attaque. Il y a eu un incendie très important qui a détruit, j'ai appris que... Enfin, alors, il y a un registre à l'Hôtel-Dieu des noms, puisqu'on a retrouvé celui de Guillaume Apollinaire. Oui. Il serait peut-être... Ah oui. Alors je ne sais pas si on a tous les registres, et peut-être que certains registres ont disparu, mais ça vaudrait le coup de demander à l'Hôtel-Dieu. C'est comme les JMO, hein, c'est très factuel, c'est-à-dire qu'on aura une date d'entrée, une date de sortie, une identité, mais c'est aussi une trace authentique, donc ça peut venir compléter votre recherche. Après, il a été blessé en 1916, Guillaume Apollinaire fin 1918, donc entre deux, il y a eu l'avancée de l'armée allemande, donc les archives détruites. Voilà, est-ce que... D'autres questions, peut-être ? Vous avez reçu, à la suite de votre livre, par exemple, à l'ethnologie, vous avez beaucoup de témoignages de personnes, justement, qui ont réussi à retrouver... Des personnes qui connaissaient mon grand-père, des personnes qui connaissaient mon grand-père, j'en ai eu 4 témoignages, ce qui est très, très surprenant. Et oui, quelques personnes qui, effectivement... me demandent des informations complémentaires, me demandent que j'oriente plutôt vers les forums, qui sont vraiment des lieux de spécialistes, des lieux d'experts en interprétation d'images et de lieux, notamment d'uniformes. Avec la numérisation, hein, une recherche grâce au transport sur Internet de toutes ces fiches, en l'espace d'une heure, 1h30, si on a quelqu'un qui n'a pas un parcours compliqué, c'est-à-dire si par exemple vous avez quelqu'un qui était dans une localité ou un département qui a disparu, ça complique un peu les choses, mais en 1h30, vous arrivez à retrouver sa description physique, ses ancêtres, donc ses parents, le lieu d'habitation de ses parents, son parcours dans le conflit, donc on arrive déjà à retrouver certains éléments, alors pas d'éléments photographiques, mais déjà c'est assez intéressant. Et pour la petite histoire, j'ai fait ce travail également pour mes ancêtres, et j'ai appris à ma grand-mère que son papa était allé en prison pour un fait à peu près similaire, histoire de voisinage, enfin quelque chose qui n'avait aucune importance réelle, mais effectivement qui était également marqué en rouge sur la fiche matricule, et ça avait été occulté complètement de la mémoire familiale. Dans la vie civile. Dans la vie civile. Oui, tout à fait, dans la vie civile. Ouais, comme quoi un procès verbal pour un problème de voisinage ou de feu de stationnement pouvait oblitérer 4 années de guerre et de sacrifice, et c'est extrêmement infamant et injuste. Et si je peux évoquer un deuxième cas, pour l'avoir fait pour des élèves dans le cadre d'un projet centenaire, j'ai une élève qui est originaire de Charly-sur-Marne, qui était persuadée que la famille était implantée à Charly-sur-Marne depuis la nuit des temps. Elle a appris que son arrière-grand-père, en fait, était originaire de Lozère, et que la mémoire familiale avait complètement perdu, et qu'il était parti se battre en Serbie pendant la Première Guerre mondiale, alors que tout le monde était persuadé qu'il n'avait jamais quitté la région. Donc ça a été un choc familial assez étrange. Voilà,
il y a vraiment il y a un parcours, et c'est pour ça que c'était important pour nous de vous recevoir aujourd'hui, Pierrick, parce que il y a vraiment une découverte, un parcours du patrimoine familial, et il est dans les deux sens. Hein. Dans un premier temps, on va aller se fonder sur ce qu'on va trouver dans la malle du grenier, et puis on va faire un trajet retour. Et souvent, ça intéresse souvent la famille. Quand on va chercher, gratter dans la malle familiale, souvent les grands-parents nous disent « Oh, c'est des vieux papiers, ça n'a pas vraiment d'intérêt ». Et quand on revient quelques jours, quelques semaines vers eux, avec ces révélations familiales, on apprend des choses, et tout de suite l'intérêt des plus jeunes et des plus anciens, et là du coup c'est intergénérationnel, il est très fort. On se dit, mais alors le grand-père, il a eu ce parcours-là, ça paraît, et comme vous le disiez, hein, ce sont des jeunes d'une vingtaine d'années, et le parcours semble complètement souvent incroyable. Il y a une recherche qu'on appelle la psychogénéalogie. On peut y croire ou pas, c'est comme l'homéopathie, c'est comme les médecines douces, on peut y croire ou pas, mais c'est intéressant de savoir que ça existe, qui consiste à travailler sur cette mémoire familiale. On sait que les traumatismes se répercutent sur des générations. Il y a des cas d'autisme qui sont issus de secrets de famille à la génération N-2. Vous voyez, il y a quelque chose que l'on cache, un traumatisme, une faillite, une histoire d'adultère, une histoire un échec, une blessure. Et puis, ça peut s'exprimer d'une façon un peu curieuse. Et certains thérapeutes soignent on parlait d'une petite fille de 4 ans qui avait de l'asthme à répétition, et qui faisait des cauchemars et qui dessinait des sortes de masques à gaz, du moins l'a-t-on interprété ainsi. Et l'arrière-grand-père avait fait Verdun et avait été gazé. Donc, alors après, c'est toujours un peu la facilité, le questionnement méthodologique d'expliquer, parce qu'on a tous des ancêtres qui ont été gazés, vous voyez, donc ça peut être aussi une façon facile d'expliquer a posteriori une pathologie. Bon, voilà. Alors, à cette petite fille de 4 ans, on a raconté cette histoire-là, et après, elle était guérie. Bon, je ne sais trop que penser de ça. Donc, je fais témoigner dans ce bouquin une psychogénéalogiste qui explique avec plus de précision que je ne le fais, bien sûr, le processus de guérison à travers ces traumatismes qui se révèlent souvent par rapport au prénom. Par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Luc, qui après, le petit-fils va s'appeler Lucas, et puis il y a une petite fille qui s'appelle Lucie. Il y a des transmissions de prénoms qui sont assez curieuses, des correspondances aussi de dates d'opération, de dates de décès, de dates de naissance, qui sont des sortes de liens entre des personnes. Vous vouliez dire quelque chose, madame ? Non, le grand-oncle s'appelait René, donc mon frère a été baptisé René, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est un lien. Oui. C'est un hommage. C'est un hommage, c'est un lien. Et alors, certains aussi, là, un petit peu dans l'interprétation psychologisante, René, on peut dire aussi, c'est Kin. Oui. Voilà. Mais le premier René aussi, peut-être qu'il y avait beaucoup de décès, peut-être qu'il portait une histoire familiale précédente, vous voyez. Ou alors, souvent, un parrain décédé, c'est pas forcément... alors, un parrain décédé peut avoir ce genre d'influence, voilà aussi. Un parrain décédé au front, là on peut avoir aussi les survivants, pardon, ce qu'on appelle la honte du survivant, qui revient et qui a un petit peu honte parce que son frère est mort et puis il n'a pas pu le sauver. Et puis il se sent un petit peu coupable d'être tout seul, d'avoir survécu alors que lui est resté au combat. Ça c'est un phénomène qu'on trouve aussi, donc on peut en parler. Et c'est quelque chose que l'on retrouve, et on le retrouve dans l'actualité aussi, dans les victimes d'attentats. Hein. Certains sont terriblement blessés, et leur voisin est indemne, et ça pose des traumatismes. On parle de traumatisme d'angoisse maintenant et la reconnaissance de ce traumatisme, mais on peut imaginer effectivement
c'est tout à fait quelque chose qui a pu toucher nos ancêtres. Parce qu'on leur dit, te plains pas, t'as de la chance, tu es rentré. C'est ça. Et les gueules cassées, les gars qui rentraient avec le visage atrocement déformé, n'avaient pas droit à une pension. Parce qu'on leur disait, mais tu peux travailler, tu as 2 bras et 2 jambes au boulot. Et finalement, ils ont créé la loterie nationale et les gueules cassées au profit de leur handicap. Il y a beaucoup de choses qui viennent de 14-18, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de choses qui sont... ça m'arrive quand j'interviens auprès de scolaires, je regarde les sacs, il y a toujours un sac qui est en camouflage kaki, et je leur dis, vous voyez, ça, le camouflage kaki, enfin avec ces couleurs variables, c'est une invention française, on a tous l'impression que ça vient du Vietnam, vu par les Américains, mais c'est une invention française, ce sont les peintres cubistes, on ne sait pas très bien quoi en faire, on ne comprend rien à leur peinture, on va leur faire des toiles, des décors pour... vous savez, vous avez une route par laquelle passent des convois militaires, eh bien, si on met une toile avec un joli paysage peint, on pourra faire passer les convois militaires et les Allemands ne sauront pas quand il faut tirer. Donc c'est une façon de protéger les... Donc il y a eu des déstructurations que les cubistes savaient très bien faire pour les bateaux. Pour qu'un bateau soit moins visible, on le peignait en gris clair, gris foncé, gris bleu, mais en déstructurant les formes, afin qu'on s'aperçoiive moins rapidement la forme du bateau. Exactement. Donc le camouflage est une invention française. Il y a énormément de choses qui viennent de la guerre 14-18. La consommation de vin par des gens du Nord, la consommation, le tabac, l'utilisation assez importante de tabac qui servait à masquer les mauvaises odeurs, qui permettait de réveiller les soldats et d'être un petit peu plus... c'est un psychotrope qui ne les endort pas comme l'alcool. Comme, par exemple, ça c'est un avantage. La télécommunication, la téléphonie a vraiment été davantage utilisée, le code Morse existait avant, les transports, l'afflux de transports automobiles par le train, il y a beaucoup de choses qui restent de 14-18 sans qu'on s'en rende compte en fait. Beaucoup de vestiges actuels. On peut même peut-être se demander, quand on parle de personnes qui sont dépressives, de nature, on peut avoir chez certaines personnes tendance à dire c'est dans son tempérament, mais les soldats les combattants de 14-18 qui ont subi le choc, le traumatisme, qui ont gardé ça, qui ne s'en sont jamais remis, qui après ont eu des enfants. Après ça, on se demande justement si dans les générations, il peut y avoir des traces, peut-être qui se retrouvent aussi, et des personnes à la limite des mêmes qui ont un mal-être sans savoir, sans connaître l'origine. Est-ce que ça peut revenir aussi quelquefois de conséquences qui... C'est toute la question de la psychogénéalogie. C'est tout ça. Alors, il y avait un nom pour ça, les soldats disaient j'ai le cafard. C'était le cafard, c'était le fait de... Alors, contre le cafard, il y avait les jeux de cartes, la manille, qui était la belote, qui était le tabac, l'alcool aussi, le quart de rouge, qui devenait 2 quarts de rouge et puis 3 quarts de rouge. Et parfois, il y avait un tonneau pour un régiment, la moitié n'en buvait pas. Et voilà. On peut répondre à cette question, si je puis me permettre, avec des combats beaucoup plus proches. Je pense aux vétérans d'Indochine et aux vétérans d'Algérie. Là, on a encore les descendants directs, les enfants, les petits-enfants qui sont là. Et on le voit, on a tous des exemples d'enfants ou de petits-enfants, de descendants de vétérans d'Algérie qui sont marqués par le conflit et par le traumatisme du papa, oui, tout à fait. Ou même de la famille. Je pense au Pied Noir, par exemple, c'est un traumatisme qui est encore porté, alors que les faits sont terminés depuis très longtemps. On peut rajouter aussi que les services de santé des armées nous prennent en compte les troubles psychiques et psychologiques, notamment des OPEX, que depuis très peu. C'est arrivé notamment avec des jeunes qui rentraient d'Afghanistan ou de Yougoslavie. On s'est rendu compte qu'il y avait des traumatismes très très important, et ça n'est pris en compte que depuis quelques années. J'avais une autre question, puisque moi dans ma mémoire d'enfant, je vois beaucoup dans les habitats de mes petits camarades, qui pour la plupart avaient eu des grands-pères qui avaient combattu en 14-18, c'est des tableaux de médailles.
pour en parler avec pas mal de gens autour de moi, ce qui reste souvent, c'est les médailles, et c'est le fameux tableau. Donc en partant de ces médailles, est-ce que ça peut nous donner une piste? Est-ce qu'il y a des registres on a délivré telle ou telle médaille qui permettent de remonter jusqu'aux actions qui ont été à l'origine de ces décorations? Alors, c'est plus compliqué parce que... Pardon? On peut demander des médailles là. Je peux demander une médaille pour mon canton. Oui, certainement. Tout à fait. Ah oui, ça, c'est autre chose, mais c'est intéressant. Oui. J'ai dit non, je le prends. Acheter la médaille, ça c'est pas le problème. Alors les médailles, la Légion d'honneur, il y a un dossier qui est sur la base Léonore, vous pouvez le trouver. En revanche, les croix de guerre, il y a eu beaucoup de croix de guerre, beaucoup de différents types aussi. Alors la croix de guerre, assez souvent, était délivrée, c'est un médecin, Louis Mauffret, qui le raconte, était délivré quand on voyait que le soldat était blessé et était sur le point de mourir. Donc, quand c'était vraiment très mauvais signe pour le soldat. Donc, beaucoup avaient la croix de guerre presque post-mortem pour rassurer, consoler la famille. C'était ça. Et dans les lettres qui ont été écrites à la famille de mon grand-père, il est écrit qu'il avait eu la croix de guerre. On dit qu'il va avoir la croix de guerre. Donc, ce qui a été quand même un très très mauvais présage pour sa survie. Et je ne sais pas si c'est à Château-Thierry ou dans les hôpitaux militaires qui sont montrés, c'est que mon père m'a raconté que son père lui avait dit qu'un type de l'hôpital, donc est-ce ici ou ailleurs, lui avait dit « J'avais fait ton cercueil, mais il a servi pour quelqu'un d'autre. » C'est joyeux. Voilà. Ah ouais. La croix de guerre, conformément à ce que vous dites, mon grand-père il l'a eu sur le champ d'honneur. Quand on a vu qu'ils se sont réveillés, ils l'ont enlevé, ils l'ont rendu après la guerre. C'est vrai? C'est épouvantable. Et il l'a eu parce qu'il était considéré comme mourant? J'en ai quatre croix de guerre. J'ai celle de Ils l'ont Graton, enlevé, après ils l'ont enlevé, ça celle de mes deux grands-pères qui s'en sont Oui. sortis et celle du grand-oncle. J'en ai 4 chez moi. Ah oui. Mais il y en a qu'un qui est mort, les 3 autres Oui. sont revenus. Oui. Ils n'ont pas été blessés, Ouais. ils ont la croix de guerre. Pour compléter sur la croix de guerre, si je puis me permettre, j'ai fait une recherche pour un Indien de Californie, un Yurok qui s'appelle Frank Robert Spott, et sa tribu ne sait pas pourquoi il a eu la croix de guerre. Donc c'est une aventure qui a démarré en mai dernier et qui vient de s'achever il y a quelques jours, parce que la tribu serait extrêmement friande de savoir pourquoi un Indien qui a eu un parcours assez exceptionnel, c'est quelqu'un qui sert d'éclaireur à des anthropologues anglais sur le territoire américain, enfin il mériterait je pense un film. Et j'ai donc écrit à Pau au service de la mémoire de l'armée, et ne voyant pas de réponse, je pensais que la demande n'était pas prise en considération, et finalement j'ai eu tout un échange de correspondances. Malheureusement, les archives avant de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu tellement de croix de guerre décernées, les archives ne sont pas bien ordonnées, bien triées. Il y a eu, je pense, un véritable travail de recherche de leur part qui a demandé plusieurs mois. Ils ont dû consulter, j'imagine, la majorité en tous les cas des fiches, mais ça n'a pas abouti. Et effectivement, la Légion d'honneur offre des possibilités certainement beaucoup plus larges, parce qu'il y a un dossier que la croix de guerre qui, elle... Alors la croix de pas de guerre, remontée. sur le registre matricule, il y a en quelques lignes la notation du fait de guerre et qui mérite la croix de guerre. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de médailles commémoratives aussi que l'on retrouve sur les tableaux, et les médailles commémoratives, elles, ne permettent pas permettent de se souvenir, mais ne permettent pas de remonter beaucoup. Il n'y a pas un dossier effectivement en amont qui pourrait permettre de retrouver. C'est ce qui fait dire que quelquefois, quand on a la chance d'avoir ses grands-parents, ses parents, on ne parle jamais assez. C'est quand ils sont là, quand la mémoire vive est là et que les témoins sont encore là. Je crois qu'on a tous vécu ça. On a des photos de famille assez anciennes, et quand on n'a plus ses grands-parents, on n'a plus ses parents, on dit « je ne peux plus poser de questions, j'ai plus de témoins ». Donc d'où l'importance de parler avec les petits-enfants. Qui est cette personne Et voilà, tant que les mémoires sont là, c'est vrai que ça c'est essentiel. Mais notez à l'arrière de la photo voilà. Je sais que mon nom, père avait dit, un jour on va prendre les boîtes à photos, et puis avec moi on va mettre, parce qu'effectivement des photos très anciennes, on sait que c'était génération arrière-grands-parents ou autre, mais qui est sur cette photo? On n'est pas conscient de ça quand on a encore les témoins, dans le fond. Parce que souvent, même les petits-enfants, grand-père est toujours en train de parler de la guerre, enfin, quelquefois c'est...
à cet âge-là, on n'a pas conscience justement de l'importance que ça peut avoir des années après d'avoir des témoignages. Donc après, il faut les sites. Vous avez fait un gros travail, c'est vrai que... C'était passionnant et surtout c'est un travail un peu collectif avec d'autres interventions, d'autres spécialistes qui ne vont pas chercher à votre place mais qui vont vous aider bien volontiers. Avec des pistes. Ouais. Alors les JMO, il faut être assez organisé pour y aller parce que il y a toute une classification assez complexe d'infanterie, et puis il faut trouver être dans le bon corps et savoir s'il était là ou pas, s'il était en permission. Ils étaient relativement peu en permission. Donc, l'importance de sites comme le ch'timiste qui permet, parce que certains régiments sont ouverts, d'autres sont fermés parce qu'il n'y a plus de combattants. Enfin, c'est vraiment c'est très compliqué pour... et des sites avec des spécialistes comme le ch'timiste ou les pages 14-18 permettent... eux ont l'habitude, enfin, c'est vrai que quand on n'est pas spécialiste, c'est très compliqué. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté, il y a beaucoup de JMO aussi qui ont disparu, parce que les soldats à la fin de la guerre, l'idée c'était de collecter, quand même l'armée voulait collecter un peu cette mémoire du conflit. Et puis l'armée à la fin de la guerre n'a pas été toujours aussi rigoureuse peut-être qu'elle l'était d'habitude, et certains soldats sont repartis avec ces journaux de marche, donc sont repartis avec l'histoire de leur régiment. Parfois on a c'est le cas pour mon arrière-grand-père, on a un journal de sa batterie, donc on a une précision. Une batterie, c'est 4 canons, donc on a une précision extrêmement pointue. Parfois, on a un journal pour plusieurs centaines, plusieurs milliers d'hommes. Alors évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de précis. Et puis parfois, certains sont repartis avec ces journaux, les ont rendus à l'armée 10, 20, 30, 40 ans plus tard. Et puis on sait aussi que certains journaux, on ne les retrouvera pas, ils ont définitivement disparu. Et puis on y consigne, comme vous le disiez tout à l'heure, que des faits... c'est extrêmement factuel, donc si on s'attend à y retrouver quelque chose de précis, je veux dire par exemple quand quelqu'un meurt, si c'est un officier, il y a de grandes chances qu'il soit porté dans le JMO. Si c'est un soldat, et en plus si c'est un jour où il y a 200, 300, 400 soldats qui sont décédés, il n'y a aucune chance de le retrouver dans le journal. C'est parfois injuste et décevant, mais la recherche historique c'est aussi une suite parfois d'avancées et puis de déceptions. Avez-vous d'autres questions? JMO, c'est journal de marche, JMO, ça veut dire quoi? Opération. Opération. Journal de marche et d'opération. Il nous reste, s'il n'y a pas d'autres questions, à remercier vivement Pierrick Bourgault pour cet éclairage à la fois particulier, mais à la fois transposable pour nous tous. Merci à vous de votre accueil, de votre écoute et de... Et puis, je vous invite à la dédicace qui a lieu d'ici quelques minutes à la librairie des Fables Grande Rue. Merci beaucoup. Merci.